les chiffons, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Et bienvenue dans une pièce qui résonne presque plus, franchement on n'est pas bien là. Bienvenue dans ma petite pièce qui est dédiée aux jeux vidéo rétro. Et pour fêter ça, aujourd'hui on va tester un truc qui n'a absolument rien à voir avec le jeu rétro. Aujourd'hui on va tester un smartphone. Normalement si tout va bien c'est le premier d'un marathon. Bon peut-être que ça se passera pas comme prévu, que j'aurai pas le deuxième, on verra. Je vais quand même appeler cette vidéo là marathon smartphone et puis on verra bien hein. Allez, on enquille tout de suite, on va tester un smartphone chinois évidemment de chez Elephone. C'est une marque qui peut prêter à sourire mais j'ai envie de dire avec un Elephone ça devrait être du lourd quand même. Allez tout de suite le test du Elephone P3000S Advance. C'est parti. Bien, alors évidemment, avant de commencer ce test détaillé du Elephone P3000S Advance, je tiens à remercier le généreux donateur, Gearbest, qui m'a donc fourni ce téléphone entièrement gracieusement. Merci beaucoup à vous les gars, c'est super sympa. Voilà, donc vous pourrez bien sûr trouver ce téléphone chez Gearbest pour un prix assez bas. Et en plus, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre un petit coupon pour avoir une petite remise supplémentaire. Voilà, alors comme vous pouvez le constater, je vais aussi tester la petite Smart Cover qui est disponible pour ce téléphone. Voilà, donc ça, on va y revenir tout à la fin. Pour le moment, je le mets de côté. Hop, et on se concentre sur la boîte. Alors, je vous dis que c'est le P3000S Advance. Il faut savoir qu'il y a un P3000S classique chez Elephone qui fonctionne avec un système double puce. C'est pas le cas du tout de celui-ci. Celui-ci fonctionne avec une seule et unique puce de chez MediaTek. Je crois que c'est la 6752 si je dis pas de conneries. C'est un octa-cœur à 1,7 GHz, 64 bits, avec un GPU Mali T760. Donc c'est quand même une très belle bête. Ça devrait vraiment dépoter un max. La boîte est plutôt jolie, avec un petit logo Elephone en chromé sur le dessus. Des petits symboles qui me rappellent un petit peu certaines versions d'Office à une certaine époque. Vous remarquez ici qu'on voit marqué Void en transparence. En fait c'est parce que la boîte est fermée par un seau que j'ai craqué moi, mais qui permet d'être sûr qu'on reçoit bien un téléphone tout neuf. Le petit logo encore à l'arrière. On voit ici le slogan de la marque, Keep expecting and be surprised, qui pourrait se traduire par soyez toujours prêts et soyez surpris. C'est étonnant parce que quand on se tient prêt, en général, on n'est pas surpris, mais bon, j'espère qu'on sera agréablement surpris. En tout cas, la boîte est originale, ça change de ces sempiternelles foutues boîtes d'iPhone là qui s'ouvrent sur le dessus et qui vous font tomber le téléphone sur le trottoir devant les gens morts de rire derrière vous qui sont en train de faire la queue pour en acheter un, si vous voyez de quoi je veux parler. Ici on a des casques qui servent à rien parce que le langage c'est du Android, donc de toute façon on peut le changer, le langage. Par contre le chargeur est un chargeur européen, ça c'est intéressant. Voilà, donc il y a une espèce de petite languette de tissu sur laquelle on tire pour ouvrir l'ensemble, donc ça s'ouvre façon tiroir, c'est pas mal, c'est pas idiot, c'est plutôt joli. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. On a le téléphone en lui-même qui est dans un petit sachet. Je vais y revenir à la fin. On garde toujours le meilleur pour la fin. En dessous de cette petite chose, alors il y a un petit bloc de mousse pour caler. Et en dessous de cette petite chose, on a la batterie qui est dans un sachet. Ça c'est bien. On a les stickers avec les IMEI. Voilà. Ça peut toujours servir. Comme ça vous risquez pas de les perdre. On a une petite notice. Ça c'est bien parce que même les grandes marques n'en mettent pas forcément une, et j'ai pas mal de gens, moi je suis dépanneur informatique, j'ai plein de gens qui m'appellent en me disant je sais pas me servir de mon téléphone et il n'y a pas de notice quoi, venez m'aider. Je comprends pas pourquoi on nous colle pas une petite notice, bon bah là au moins Elephone le fait, bravo. En plus elle est bien, elle est jolie sur du papier glacé avec des photos couleurs, c'est en anglais, c'est plutôt bien traduit, quelques coquilles mais rien de bien méchant. On a, alors ça j'apprécie énormément aussi l'attention, un film protège-écran supplémentaire. Et ça c'est pareil, les grandes marques n'en mettent jamais. Pourtant ces machins là sont fragiles, c'est toujours bien de pouvoir les protéger. Bah là vous pourrez, il y a un protège-écran fourni. Voilà, alors reste cette petite chose intrigante qui est en fait le chargeur secteur. Voilà, avec le petit logo Elephone dessus.
plutôt joli, mais je vais m'attarder dessus dans un instant, vous allez comprendre pourquoi. Et un petit câble, voilà, micro USB, qui lui aussi est estampillé téléphone, et qui est, ma foi, fort joli avec son petit thème blanc et vert, comme ça, c'est pas mal. Ça fait un peu penser à la Xbox 360, mais bon, pourquoi pas, hein. Alors, pourquoi je voulais revenir sur le chargeur, pourquoi je voulais m'attarder sur le chargeur, comme ça, de prime abord, il a l'air correct, c'est bien la prise européenne, mais il a un tout petit défaut, et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est qu'en fait, il ne peut aller que sur les prises qui n'ont pas de terre. Il est un tout petit chouïa trop gros pour les prises de courant dotées d'une terre. En tout cas en France, parce que je sais que dans certains autres pays européens, la terre, en fait, elle est sur le côté de la prise et non pas sur une fiche au milieu. Bon bah nous, en France, malheureusement, on a la fiche au milieu, donc ça risque de gêner. Bon bah maintenant, il est temps de regarder le téléphone plus en détail. On va mettre la batterie dedans. Et on va le booter. Alors un petit mot sur la batterie quand même vite fait. Merci de n'utiliser que le chargeur fourni. Je ne m'en suis jamais servi, je n'ai jamais eu de problème. Enfin bon, bref, passons. La batterie a un numéro de série, ce qui est plutôt rassurant. On voit la date de fabrication aussi, ça c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai que c'est comme une pile, hein, ça peut avoir une durée de vie. Par contre, là où je suis un petit peu plus dubitatif, c'est que on nous annonce 3150 mAh. La batterie est pas très épaisse. Sa taille est assez grande, certes, mais moi je dirais plutôt qu'on est sur du 2600, peut-être 2800 mAh, quoi. Grosso modo, c'est la même taille que la batterie de mon Galaxy S4, qui a une batterie de 2600 mAh. Donc je vois pas où est-ce qu'ils auraient mis les 550 mAh de plus là-dedans. Franchement, j'ai quelques doutes. Bon, après l'autonomie, je vais y revenir pendant le test. Je l'ai quand même testé de manière assez poussée. Elle n'est pas dégueulasse, mais bon, je pense que c'est très très optimiste de dire 3150 mAh. Enfin bref. Voilà, donc, quand vous recevez le téléphone, la batterie n'est pas dedans. Le capot s'ouvre par en dessous, comme ça. Je mets la batterie et on va regarder le téléphone plus en détail, hein. C'est dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et on va remettre le petit capot. Ah, attendez, tiens, non, avant de remettre le petit capot, on va regarder un petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc, ici, on a un emplacement pour carte SIM classique. Ici, on a un emplacement pour micro SIM. Et ici, on a l'emplacement pour mettre la carte micro SD. Pour les besoins du test, j'en ai mis une de 16 Go que voici. Voilà, une SanDisk. Classe 10, donc ça ne devrait pas poser de problème. Ici, on peut voir qu'on a encore ce système de stickers qui cache les antennes pour les connectivités sans fil. Et Elephone a eu la gentillesse de marquer sur chacun de ces autocollants à quoi ça correspond. Ici, on a le Wi-Fi et le GPS. Ici, on a la 4G LTE. Car oui, ce smartphone, c'est sa grande particularité, est compatible 4G. Voilà. Donc ici, on a le grand emplacement pour la batterie. Et ici, on voit qu'il y a deux petits trous qui sont un peu mystérieux. En fait, à l'heure actuelle, ils ne sont pas utilisés, mais dans une prochaine version du 3000S Advance, alors je ne sais pas comment ils vont l'appeler, le 3000S Super Advance, le 3000S Advance SP, comme chez Nintendo, allez savoir. En tout cas, c'est un connecteur qui permettra à l'avenir d'avoir la connectivité NFC. Pour le moment, sur le modèle qui est actuellement disponible en boutique, ça n'est pas le cas. On n'a pas le NFC. On a tout le reste, mais pas le NFC. Il était annoncé, bon, je pense que par manque de temps, ils ne l'ont pas mis. Ça arrivera dans les prochaines révisions de l'appareil, sachez-le. Ici, dans le bas, on a le haut-parleur qui est estampillé 3D Sound. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire avec ça. Mais en tout cas, le son qui sort est, ma foi, assez fort et d'assez bonne qualité. On verra ça dans le détail dans un instant. Voilà. Donc, en fait, le capot se clipse comme sur un Samsung, hein. Donc j'apprécie toujours les smartphones qui ont le capot amovible, parce que ça permet d'accéder à la batterie et à tout un tas de trucs. Alors attention, pensez bien, quand vous reclipsez le truc, à aussi appuyer là, et hop, il y a un petit clips là aussi en dessous, parce que si vous réenfoncez pas bien ce clips là, les photos de l'appareil photo seront moins bonnes, parce que ça va générer des fuites de lumière du flash. Voilà, il faut le savoir, c'est un petit élément de design. Il faut bien penser à clipser aussi le petit clips qui se trouve sous cette zone. Voilà. Alors un petit tour rapide du téléphone. Ici, on a la face avant qui est protégée par un sticker que je vais retirer. Voilà. Très délicatement.
Hop là, donc ça évidemment hein, c'est pour protéger le téléphone pendant son transport, il y a un petit logo Elephone dessus. P3000S 3GB, c'est comme ça qu'ils font la différence entre le modèle Advance et le modèle classique du P3000S donc. Alors notez que c'est en fait un film qui protège non pas l'écran mais un protège-écran que vous pouvez deviner, on voit son contour là grâce au reflet de mon formidable rideau. Mais c'est pas pour les rideaux qu'on est là, hein, c'est pour le téléphone donc. J'apprécie beaucoup ce que fait Elephone parce que ils nous mettent un protège-écran déjà en sortie d'usine qui est en plus bien posé. Il y a 2-3 petites bulles d'air mais elles sont toutes sur le bord en dehors de la zone où il y a l'affichage donc ça c'est très bien. Et en prime, on a un deuxième protège-écran dans la boîte donc ça veut dire que là j'en ai un et en plus il y en a un deuxième dans la boîte si pour une raison X je bousille celui-là. Il faut aussi savoir que la vitre de ce smartphone est en Gorilla Glass 3. Donc là, vous êtes quand même blindé. Vous avez un protège-écran préinstallé, un deuxième protège-écran, et en admettant que vous ayez niqué les deux et que vous n'ayez plus de protège-écran sous le coude, vous êtes encore sur une vitre en Gorilla Glass 3. Je pense que là, vous êtes quand même blindé. Donc sur la face avant, on voit ici le capteur frontal de 5 mégapixels. Ici, on voit le capteur de proximité et de luminosité. Le haut-parleur, bien sûr, pour parler. Un petit logo 4G chromé qui fait un peu... je vais pas dire cheap, mais bon... Enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. Bon, le téléphone, il est 4G. Est-ce que c'est nécessaire de l'afficher façon stand de la foire du trône? Je ne sais pas. Mais enfin, bon, disons que si vous voulez frimer, t'as vu, j'ai un smartphone chinois, il fait la 4G et tout. Bah, vous pourrez, parce que c'est marqué en gros devant. Bon, c'est pas pire qu'un gros logo Samsung, hein. J'ai jamais aimé les logos sur les façades avant. Moi, je pense que le constructeur doit mettre son logo derrière et puis laisser le devant le plus sobre possible. Bon bah là il y aura un petit logo 4G, c'est pas tuant, ça va, c'est pas un deal breaker comme dirait l'autre. Vous pouvez voir ici les boutons d'interface, menu, accueil et précédent. Ce ne sont pas des boutons rétroéclairés, mais ils sont chromés et donc la moindre petite lumière se réfléchit dedans et en général on les voit bien. À part évidemment dans l'obscurité la plus totale. Enfin bon, je veux dire, même dans l'obscurité totale, il y a 3 boutons, on se souvient de leur position en général sans trop de difficultés. Voilà. Sur les tranches, ici, sur la tranche de gauche, on a le rocker pour ce qu'on appelle un rocker switch hein, pour régler le volume, hein, au bas, bien sûr, rien d'autre, sur la façade, sur la tranche gauche. Sur la tranche droite, on a le bouton power et rien d'autre. Ici, on a la petite fente pour défaire facilement le capot batterie, voilà, qui s'en va très bien, très facilement. Sur la tranche supérieure, on a la prise jack 3.5, une prise micro USB standard, elle est sur le dessus. Alors, du coup, si vous avez une station de recharge, vous serez obligé de mettre le téléphone comme ça, tête bêche, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est sur le milieu, donc au moins on peut utiliser une station de recharge. À l'envers, mais on peut. À l'arrière, dans le bas, donc il n'y a pas la prise micro USB, il y a juste le micro pour les communications téléphoniques. A noter que j'ai regardé attentivement, je n'ai pas vu de micro pour l'annulation des bruits ambiants. C'est un petit peu dommage, mais bon, sur un téléphone de cette gamme de prix, fallait forcément qu'il y ait des concessions. Alors, sur la façade arrière, on a l'appareil photo arrière de 13 mégapixels, c'est un capteur Sony, mais je pense pas que ce soit un capteur très haut de gamme. Je vais faire quelques photos avec pour vous montrer un petit peu la qualité, ce que ça donne. Bah, je vais vous les montrer tout de suite, comme ça ce sera fait. Voilà, bon donc vous voyez, c'est pas pourri, hein. On a des photos correctes, même en intérieur en faible luminosité, c'est pas trop bruité, j'ai été plutôt agréablement surpris, c'est plus que correct. Donc justement le flash il est là, en plein milieu de cette petite zone chromée, avec un petit liseré rouge qui est ma foi assez joli. Et puis on a un rectangle ici, qui est en fait un lecteur d'empreintes digitales. Je vais y revenir à ce truc-là, mais effectivement, sur l'arrière du téléphone, on peut capter son empreinte et verrouiller le téléphone comme ça. Et le déverrouiller, bien sûr, évidemment. Bon, je vais revenir, je vais vous faire un petit test détaillé de ça. On a le petit logo Elephone chromé. Ici, on a les logos de conformité qui sont présents, donc apparemment l'appareil respecte les dernières normes en vigueur. On retrouve le petit slogan, là,
de la marque, sans le point d'exclamation qui a disparu, qui était sur la boîte et qui est plus à l'arrière. C'est bien, d'ailleurs, ils ont bien fait. Un slogan n'a pas besoin d'un point d'exclamation s'il est suffisamment percutant en lui-même. Les perforations pour le haut-parleur sont situées ici. Et voilà, là, on est prêt à démarrer le téléphone et à voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Bien, donc pendant que ça boot, un petit mot pour vous faire part des différences entre ce modèle Advance et le modèle du P3000S classique. Première grosse amélioration, on est désormais sur un écran 1080p Full HD et ça se voit, c'est vraiment très très beau. Tout est très fin, vous voyez, même en me rapprochant énormément de l'écran, vous voyez, le texte reste parfaitement clair, on voit pas les pixels, c'est très très beau. En plus, l'écran est de bonne qualité, c'est une dalle IPS, j'ai pas relevé de pixels morts ou de choses comme ça. Les autres améliorations de cet appareil, c'est bien sûr le processeur, j'en ai déjà parlé, qui est donc très performant, plus que celui du P3000S d'origine, et surtout qui intègre la 4G, il n'y a pas besoin de rajouter une deuxième puce. Donc ça devrait permettre notamment d'avoir une meilleure autonomie de batterie. Vous voyez sur le protège-écran, il marquait 3 Go. En fait, on a 3 Go de RAM contre seulement 2 sur le P3000S classique. Donc il y a eu quand même un certain nombre d'améliorations notables, mais la plus agréable évidemment pour l'utilisateur, c'est clairement le passage au 1080p. Voilà. Donc on va commencer par tester un truc très simple, très évident, c'est le lecteur d'empreintes. Vous voyez ce petit symbole en bas, ça veut dire « passe ton doigt ». Donc je vais essayer, je vais passer mon doigt, hop, voilà. L'appareil a reconnu mon empreinte digitale et c'est déverrouillé. Alors là, ça a marché du premier coup, c'est pas toujours le cas. Il y a une petite courbe d'apprentissage, j'ai envie de dire, sur la façon de passer son doigt. Là, vous voyez, par exemple, ça n'a pas marché. Si vous foirez plusieurs fois d'affilée, voilà, j'y arrive bien à chaque fois, j'ai de la chance, mais je vais faire, tiens, je vais scanner un autre doigt exprès. Hop, ça marche pas, hop, ça marche pas, hop. Donc si j'insiste trop, au bout d'un moment, je crois que c'est 3 essais infructueux, voilà, l'appareil vous demande un mot de passe. Donc là, bah, je me suis pas emmerdé, j'ai mis Toto, hein, ça va vite à taper, voilà, et puis de toute façon, je m'en fous, ce téléphone, je vais le formater, voilà. Ok, donc avant de parler un petit peu des performances du logiciel, etc., bah, parlons du launcher. Il est somme toute assez basique. Bon, ça, le fond d'écran animé, c'est moi qui l'ai mis. Hein. Il est somme toute assez basique, mais il y a une petite particularité, c'est que les icônes sont skinnées, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans une sorte de cadre avec un petit bord arrondi. C'est joli, c'est pas extraordinaire, mais c'est joli. Voilà, donc ça pose quand même quelques problèmes pour certaines icônes, notamment celles qui avaient déjà un cadre, qui se retrouvent donc biseautées sur les coins. Vous voyez, par exemple, l'icône de Doodle Jump, là, du coup, elle n'est pas très jolie. Même chose pour Rayman Fiesta Run. Le cadre original de l'icône a été rabioté. Et puis, les icônes qui n'étaient pas carrées de base, comme Flappy Bird, par exemple, qui avait une icône ronde, se retrouvent un petit peu bizarroïdes aussi. Mais bon, les gens qui aiment bien avoir des icônes qui ont toutes la même forme seront ravis. L'option n'est pas désactivable. C'est un launcher que j'avais déjà vu sur d'autres appareils chinois et notamment la tablette de chez FNF qu'on avait testé ensemble. Voilà. Mais c'est un beau launcher et en plus, alors vraiment, les couleurs, l'écran, vraiment tout est très beau hein, sur cet appareil. Il n'y a pas vraiment de gros défauts à déplorer. C'est très agréable, c'est très fluide. Ouais, une excellente fluidité dans le launcher, hein, on peut voir, hein, même quand il y a des widgets, hein, c'est vraiment très agréable. Il y a un petit ajout qui a été fait pour la lettre de notification, j'en ai pas parlé, mais elle se trouve juste à droite du haut-parleur. Je sais pas si on va réussir à la deviner. On la voit pas bien là, mais elle est ici. Donc en fait, on peut la régler en appuyant ici. On peut changer les couleurs, etc. C'est bien fait, c'est pratique, ça évite d'avoir à installer une application pour le faire. Alors concernant les screen gestures, la plus évidente c'est le knock, le wake on knock, hein. Quand je fais un double tap, hop, ça sort le téléphone de veille. Après il faut que je rescanne mon empreinte digitale. Ah, vous voyez, ça marche pas à tous les coups. Ah, toujours pas, vous voyez, ah c'est bien, on le voit un peu merdé là. Je suis rassuré, je me disais mais merde, le machin marche à tous les coups quand je fais la vidéo. Vous voyez, c'est un petit peu... Bon, ça, il fonctionne le lecteur d'empreintes, mais faut pas trop compter dessus non plus, quoi. Ça reste un lecteur d'empreintes pas cher, on va dire.
D'ailleurs, le lecteur d'empreintes, lui aussi, bien sûr, a une entrée dans le panneau de conf, notamment pour enregistrer vos empreintes. Il y a pas mal de petites fonctionnalités qui sont disponibles dans le panneau de conf quand on va sur Fingerscanner. Notamment, on peut utiliser le lecteur d'empreintes comme une molette en fait de défilement pour les pages web. C'est-à-dire qu'en faisant glisser son doigt comme ça, on fait défiler les pages. J'ai testé, ça marche pas mal. C'est plutôt intéressant. Ça peut être pas mal si vous voulez défiler sans toucher l'écran. On peut enregistrer jusqu'à 3 empreintes, là j'en ai mis 2, mon index gauche et mon index droit. On peut changer bien sûr le mot de passe alternatif qu'on doit taper quand la lecture de l'empreinte a échoué. On peut verrouiller l'écran avec ou sans le finger lock. Mais alors surtout ce qui est intéressant, c'est le finger app lock qui permet, vous l'avez certainement deviné rien qu'avec le nom. Alors là il faut que je passe mon empreinte. Hop. Raté, vous voyez, ça marche pas à tous les coups. Hop, voilà, c'est bon. Vous voyez, une fois sur 2 à peu près. Hein. Donc ici, on a la liste de tout ce qu'on a installé dans le téléphone et je peux verrouiller une appli si je veux que seuls les gens qui ont mon empreinte digitale, autrement dit seul moi, puissent s'en servir. Par exemple, si je veux pas qu'on aille lire ma messagerie Outlook ou si je veux pas qu'on regarde des vidéos sur ce téléphone ou qu'on joue au bowling, eh ben je peux verrouiller l'application et ensuite à chaque fois que je voudrais la lancer, eh ben je serai obligé de scanner mon doigt. Donc on peut faire un essai hein, tout de suite. Allons-y, je vais bloquer, ouais, on s'en fout, les pages jaunes. Et hop, tac, voilà, donc là j'ai bloqué les pages jaunes. Hop, donc on va voir ce que ça donne. Alors le truc c'est que j'utilise pas le launcher, j'utilise plus le launcher par défaut. Donc est-ce que ça va fonctionner quand même? Oui, voilà. Même avec un autre launcher, là j'utilise Apex en l'occurrence, et ben je ne peux pas lancer l'appli sans scanner avec mon doigt. Donc ça c'est plutôt une fonction intéressante. C'est bien vu de la part de Elephone d'avoir intégré cette fonction, puisque ça permet vraiment d'avoir des stratégies de sécurité avancées dans son smartphone. C'est plutôt bien vu. Donc voilà pour les curieux, hein, là je suis sur le site jeuxvideo.com et avec mon doigt derrière, hop, je peux faire défiler la page et ça fonctionne vachement bien. Donc d'autres screen gestures, par exemple si je dessine un C, hop, voilà, ça lance l'appareil photo. Alors par contre, évidemment, si vous avez mis le scanner d'empreinte, il va falloir d'abord déverrouiller, voilà, mais ça vous lance l'appareil photo juste derrière. Tac. Donc, c'est pas mal. Si vous n'avez pas activé le capteur d'empreinte, le simple fait de faire le sigle vous lance directement l'appareil photo, vous n'avez pas besoin de déverrouiller le téléphone, hein, je précise. Donc ça c'est un petit ajout par-dessus un Android qui autrement est parfaitement stock, et moi j'apprécie. Alors vous l'avez remarqué, on est sur un KitKat, je crois que c'est le 4.4.4, on va aller voir. Hop, paramètres, 8. À propos... oui, 4.4.4, voilà. Donc c'est bel et bien un KitKat. Vous n'aurez pas encore Lollipop sur cet appareil. Il en est question, il paraît qu'une mise à jour va arriver pour Lollipop. Elle n'est pas encore dispo au moment où je fais ce test. Voilà, donc pour moi, pour le moment, c'est un téléphone KitKat, et sauf preuve du contraire, et ben voilà, quoi, c'est un smartphone qui ne bénéficie pas de Lollipop. Voilà, donc maintenant on va un petit peu tester les performances pour voir comment s'en sort ce téléphone. C'est parti! Alors la Smart Cover se présente dans un sachet pas vraiment très élégant, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, avec une bête étiquette de référence, le Quality Check fait par le numéro 8 et le conformité européenne ou China Export. Ça dépend de quel point de vue on se place, mais bon, après, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une conformité européenne sur un bout de plastoc? Je ne sais pas. Alors, mention spéciale à Elephone, c'est la housse officielle, hein, vous pouvez voir, on a le petit filigrane de la marque dans le bas, là, c'est assez sympa. La qualité a l'air plutôt correcte. Mention spéciale, disais-je, à Elephone, cette housse, on la trouve pour entre, on va dire, 4 et 8 euros. C'est vraiment un prix raisonnable, quoi. Quand je vois que ma tablette Galaxy Tab S, la housse, coûte 69 euros, ce qui fait que, grosso modo, si on veut se l'acheter, le mieux c'est encore d'aller se payer une contrefaçon chinoise qui est à peu près exactement la même, sauf qu'elle ne coûte que 12 euros. Non mais je veux dire, ça vaut, bon là ça va quoi, 4 à 8 euros c'est le prix, j'ai envie de dire c'est le prix que ça vaut un bout de plastoc. Alors ok,
c'est vrai que ces housses ont une fonction smart qui fait qu'en fait il y a un petit aimant quelque part. Là d'ailleurs on le voit, hein, on le devine ici. Il y a un petit aimant qui vient se mettre en face d'un magnétomètre et qui sort ou met le téléphone en veille. Il y a des petits autocollants que je vais retirer. Hop, je sais pas trop pourquoi il y a ça de ce côté-là, sûrement pour pas que ça se raye pendant le transport. On va défaire celui de ce côté-ci aussi. Voilà. Donc, c'est pas un bête trou, hein. Il y a vraiment un... Vous voyez, il y a vraiment un petit bout de plexi qui protège. Ah, les finitions sont quand même sympathiques. Il y a même des petites icônes ici. Voilà. Donc, on va placer le téléphone dedans. Donc, en fait, c'est vraiment un système tout bête de clips plastique. Voilà, tac. Bon, on voit que ça arrive bien en vis-à-vis avec les différents orifices. C'est parfait. Et donc, quand je ferme le téléphone, hop, j'ai une petite horloge qui s'affiche, que je peux d'ailleurs faire glisser. Hop, là, j'ai un lecteur de musique. On a une horloge avec la trotteuse qui bouge vraiment. Et je dois dire que pour une smart cover qui est vendue seulement 4 €, c'est vraiment pas mal. Franchement. Voilà, hop. Bon, ça tient bien. C'est assez chouette. L'arrière est en plastique gris, bon du coup on voit plus trop bien la coque blanche en dessous. Il y a un trou qui a été percé pour qu'on ait toujours accès au capteur d'empreinte et tout ça. Très sympa. Voilà, bon et ben, comme il fallait s'y attendre, hein, on a de bien meilleures performances sur les iPhones. Mais j'ai envie de dire que c'est pas non plus une victoire écrasante, en particulier sur le single core, puisqu'il y a à peine 100 points d'écart, hein, 110 points, grand maximum entre les deux appareils. Par contre, évidemment, sur le multicore, le fait qu'on ait 2 fois plus de cœur ici, face à celui-là, bah, du coup, on a un score qui est presque le double. Mais qui n'est pas le double quand même, hein, attention. Ici, on a 2219 contre 3957. Voilà, donc après un benchmark plutôt élogieux pour l'appareil, il est temps de voir comment s'en sort l'appareil dans la vraie vie. Je vais faire d'abord une série de tests sur les capteurs, et ensuite, bien sûr, on enquillera avec les jeux, puisque c'est là qu'on peut le mieux tester les performances de l'engin. Voilà, donc on va commencer avec le GPS. Alors, je ne vais pas vous faire un test de la portion téléphonique du téléphone. Je l'ai fait hors caméra. C'est exactement les mêmes résultats que le S4. L'accroche réseau est à peu près la même à plus ou moins 5%. Même chose pour le Wi-Fi. Le Bluetooth fonctionne très bien. Bon, voilà, ça fonctionne très bien, donc c'est pas intéressant de regarder ça dans le détail. Bon, il n'y avait pas vraiment de gros doutes à avoir là-dessus. Donc on va tout de suite passer sur le GPS. Voilà. Donc le GPS, c'est souvent un truc qui pêche un peu sur les smartphones chinois. Donc on va voir là comment il s'en sort avec l'application GPS Test. Donc là je suis encore une fois à 1 mètre à peu près d'une fenêtre. Et c'est assez rapide. Je pense qu'on va avoir un fixe dans les secondes qui viennent. Pour le moment on n'en a toujours pas. Vous voyez, c'est marqué no fixe. Ça y est, boum, j'ai un fixe. 3D en plus, donc avec l'altitude, et voilà, la précision s'affine au fur et à mesure que le temps passe. Mais il a fallu quoi, 10 secondes, 15 secondes pour avoir un fixe. Donc ça c'est plutôt bien, parce qu'il y a des smartphones chinois qui mettent 2-3 minutes, parfois même 5, avant de commencer à vous positionner, ce qui peut rapidement devenir gavant. Alors conjointement avec le GPS, c'est toujours agréable d'avoir une boussole numérique qui fonctionne bien. Donc la particularité de la salle dans laquelle je me trouve, c'est que théoriquement, devant moi c'est le sud, et derrière moi, vers la caméra, c'est le nord. Normalement, ma maison est construite dans l'axe nord-sud. Donc, théoriquement, si je lance la boussole et qu'elle fonctionne correctement, elle va m'indiquer le sud devant moi. Enfin, à plus ou moins 5 degrés, je me souviens plus exactement, mais le sud est à peu près devant. Donc, on va appuyer sur boussole et on va voir ce que ça donne. Tac. Alors, j'utilise la boussole de chez... je crois que c'est Smart Tools. Donc, il faut la calibrer comme ça, là. Hop. Voilà. Et voilà, donc ça fonctionne, puisque vous voyez, le sud m'est bien indiqué comme étant devant moi. Voilà.
Ouais, comme je vous disais, à plus ou moins 5 degrés. Donc la boussole fonctionne pas mal, mais par moment, notamment quand je bouge un peu le téléphone, vous voyez, si je suis pas parfaitement stable, ça peut lui arriver de partir un petit peu à l'ouest. Bon, comme sur une vraie boussole, j'ai envie de dire, hein, les vraies boussoles non plus, elles aiment pas qu'on les secoue. Mais là, c'est encore plus vrai sur le téléphone. Donc, en tout cas, elle fonctionne. Même quand je tiens le téléphone vertical, voilà, on voit bien que le sud est toujours devant moi. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Voilà. La lecture d'un film en Full HD ne pose absolument aucun problème à l'éléphone P3000S Advance. Évidemment, on pouvait s'y attendre avec un tel processeur. Le décodage vidéo est un jeu d'enfant. Tout est parfaitement fluide, aucun problème. Alors là, je lis un film qui est en basse résolution, le film du AVGN. Pourquoi? Parce que ça permet d'afficher des sous-titres. Voilà. Et les sous-titres s'affichent évidemment avec une grande clarté. Merci l'écran 1080p. C'est parfaitement propre, fluide, lisible. Vraiment nickel. Hein. Impeccable, rien à dire. Alors on peut dire la même chose d'ailleurs de la lecture de manga, puisque la finesse de l'écran permet bien sûr d'avoir un texte bien lisible sur ce genre de BD petit format. Bon, par contre, évidemment, quand il s'agit de lire une BD plus traditionnelle, grand format, le texte se retrouve très petit. Mais en s'approchant suffisamment près de l'écran, on peut lire le texte, il est déchiffrable. Merci une fois de plus le 1080p qui s'avère vraiment redoutablement efficace sur ce téléphone. Concernant le streaming vidéo, là je suis sur ma chaîne YouTube. Aucun problème non plus à déplorer, c'est fluide, la qualité de la vidéo est stable, le Wi-Fi ne coupe pas, ni la 3 ou la 4G. Aucun problème à ce niveau-là, on peut regarder des vidéos en streaming, ça fonctionne très bien. Alors attendez, je vais couper le son. Un petit mot sur l'autonomie, quand on fait ça, quand on fait de la vidéo streaming, j'ai fait un test, j'ai chargé la batterie à bloc, j'ai lancé une vidéo YouTube qui dure 10 heures, je suis parti bosser, et quand je suis revenu, bon bah il n'y avait plus de batterie, mais elle a quand même tenu 5 heures. On peut tenir 5 heures screen-on en faisant du streaming vidéo, donc c'est plutôt correct comme autonomie. C'est pas, ça casse pas des briques non plus, mais c'est une bonne petite autonomie pour un smartphone chinois. Je vais remettre un petit peu de son, ce sera plus cohérent. Voilà, donc là j'ai mis un jeu en 2D, un jeu où la 2D est en 1080p, en l'occurrence Badland, et la fluidité est remarquable. Hein. Aucun problème à déplorer non plus sur les jeux qui font appel à l'accéléromètre. Vous voyez, là, je contrôle la bille dans Labyrinthe 2, sans souci, voilà. Voilà, donc là, je passe à un jeu un petit peu plus évolué, un petit peu plus compliqué, en l'occurrence Fruit Ninja, puisque les fruits sont en 3D sur un fond en 2D, et il y a masse d'effets visuels de particules, etc., de transparence, d'explosion, etc., etc. Donc, on va lancer une petite partie, je vais voir comment s'en sort le jeu. C'est parti. Donc même quand il y a beaucoup de fruits à l'écran, hein, c'est fluide, il n'y a pas trop de problèmes. Même quand j'ai beaucoup de jus de fruits à l'écran, ce qui pose problème notamment sur certains vieux appareils iOS. Non, là c'est toujours fluide. Allez, on passe à un jeu avec une vraie 3D complexe, en l'occurrence Grand Theft Auto San Andreas, qui est le Grand Theft Auto 3D le plus récent actuellement disponible sur Android. Alors, je vais vous montrer... Je sais plus comment il faut faire, il faut appuyer là, je crois. Voilà, c'est ça. Je vais vous montrer dans les options. J'ai mis vraiment... Voilà, j'ai mis vraiment tout à fond, hein. Visual Effect Max, résolution 100%, distance d'affichage 100%, shadow avancé, car reflection détaillé. Je vais carrément mettre max, voilà. Sous-titres activés. Hop, hop. Et je reprends le jeu. Donc on va voir comment on s'en sort.
J'essaye de faire tourner un petit peu la caméra. Bon, j'ai perdu l'habitude de jouer en tactile, moi, à ces jeux-là, hein, avec ma JXD, mais non, mais regardez-moi ça, c'est vachement bien, hein, c'est fluide, c'est jouable, il n'y a aucun problème, et même en mettant tout à fond. Donc, bravo, Elephone, belle performance. Décidément, ce processeur Mediatek 64 bits fait des merveilles. Bien, il est temps de faire le test que j'affectionne tout particulièrement, c'est-à-dire Flash Out 2 en mettant les détails graphiques sur Next Gen. Jusqu'à présent, sur le matos chinois, je n'avais jamais réussi à avoir quelque chose de fluide. Donc, on y va. On va jouer. Hop, je mets tout direct comme ça. Vas-y, hop, c'est parti. Voyons voir un petit peu comment s'en sort la puce Mali T760 sur ce jeu. De prime abord, ça a l'air fluide. Je sais pas s'il va y avoir des drops de framerate. Par moments, ça ramouille un tout petit peu. Mais pour être tout à fait franc, même sur mon Galaxy S4, même sur des smartphones dernier cri, ça rame de toute façon ce jeu, hein, quand on le met en next-gen. Non, mais c'est vachement fluide, c'est vachement bien, hein. Voilà, et évidemment pas possible de faire une section de test jeu sans parler des émulateurs. Alors je vais pas vous parler des émulateurs 16 bits ou vraiment des émulateurs 32 bits de base comme la 3DS. On sait que c'est fluide même sur des appareils beaucoup moins performants que celui-ci, donc perdons pas de temps. Ce que j'ai fait, j'ai pris l'émulateur PSP et j'ai vraiment mis les graphismes en très haut. Pas au maximum non plus, mais disons que j'ai voulu avoir un rendu proche de la vraie PSP. Donc je vous invite à regarder Tomb Raider Anniversary. Vous pouvez voir que Lara Croft est très bien définie. Il n'y a pas de flou ou de choses comme ça. J'ai mis vraiment les graphismes proches du jeu. Donc on va se lancer une partie et voir comment ça tourne tout ça. Alors évidemment je joue avec les contrôles tactiles parce que j'ai pas synchronisé de manette. Hop. D'ailleurs, il faut savoir qu'en général, quand on joue avec les contrôles tactiles, ça demande un petit peu plus de ressources, parce qu'il faut les afficher et les animer, eux aussi. Donc c'est peut-être plus intéressant de faire comme ça pour un test. Attention, on va voir si c'est fluide. Ça a l'air. On va passer la cinématique et on va essayer de jouer. Bon, ça ramouille un petit peu. Faut dire que là, je suis vraiment en très high. Mais ouais, c'est jouable. Hein. C'est jouable. Hein. Et là, je suis vraiment en très high. Hein. J'ai vraiment voulu pousser la console, enfin le téléphone au maximum en émulation console. Et voilà, c'était le test de l'Elephone P3000S Advance. Encore merci à Gearbest pour cette généreuse donation. Je crois que ma femme va être ravie de bazarder son vieux Galaxy S4 mini et prendre ça à la place parce que face à un milieu de gamme, il n'y a pas photo, ce téléphone est vraiment génial. Bon, alors évidemment, la question que vous vous posez, c'est certainement, et face à un haut de gamme. Alors, en termes de perf, en termes de fonctionnalité, en termes de qualité d'écran, on est vraiment plus loin derrière. Ça, faut reconnaître que les perfs sont excellentes, il y a plein de fonctionnalités, on a un capteur d'empreinte, on a un appareil photo de 13 mégapixels, on a un écran 1080p, etc. Là, franchement, on en a vraiment pour beaucoup plus que son argent sur simplement la fiche technique. Il n'y a aucun problème là-dessus. On a même une coque smart cover qui est, ma foi, tout à fait convaincante, elle aussi. Donc, à ce niveau-là, oui, je pense qu'on est au niveau d'un haut de gamme, peut-être pas de cette année, mais facilement de l'année dernière, il n'y a pas de problème. Si vous voulez un smartphone pas cher pour pouvoir bénéficier de toutes les applis, notamment les jeux avec des performances excellentes, bah, c'est désormais possible grâce à nos amis chinois de chez Elephone, et certainement d'autres marques aussi d'ailleurs. Mais évidemment, là où il y a une différence, c'est dans les finitions. C'est clairement pas un téléphone qui a les mêmes finitions qu'un Galaxy S6 Edge, hein, évidemment, ou même qu'un Galaxy S6, ou qu'un iPhone 6, ou même qu'un iPhone 5S d'ailleurs.
c'est un smartphone qui va à l'économie pour pouvoir afficher un prix bas. Et ben, la coque elle est en plastique, le capteur d'empreinte c'est un capteur d'empreinte à l'ancienne où il faut glisser le doigt, l'écran il est 1080p mais sa colorimétrie est un petit peu à l'ouest, pas de manière dramatique, je vous rassure, hein, on peut regarder un film c'est tout à fait regardable, mais c'est clair que quand on le met à côté d'un smartphone haut de gamme on voit tout de suite que l'écran n'affiche pas des couleurs ultra méga fidèles. Y a plein de petites choses comme ça qui font que, même au niveau logiciel, hein, l'interface elle est assez proche du Android stock. Alors moi c'est pas pour me déplaire, mais il y a des gens qui regretteront de ne pas avoir les fonctionnalités avancées, des surcouches des constructeurs plus classiques. Les deux seuls modifs que j'ai vus moi là-dessus par rapport à l'Android stock, outre bien sûr la prise en charge des trucs comme le capteur d'empreinte et tout ça, c'est le fait que certains bruitages ne sont pas ceux d'Android stock mais ceux de TouchWiz, notamment le fait d'entendre une sorte de bloop à chaque fois qu'on fait une sélection. Et puis le lock screen est un petit peu différent. Enfin ça c'est en fait, c'est-à-dire que le launcher est légèrement skinné au niveau du launch screen et au niveau des icônes qui ont cette espèce de cadre là automatique autour. On aime ou on n'aime pas. Moi franchement ça m'aurait pas dérangé qu'Android soit totalement pur, à la rigueur j'aurais même certainement préféré. Bon bah c'est à vous de vous faire votre opinion là-dessus. Ça c'est vraiment totalement subjectif. Est-ce que je recommande ce téléphone? Si vous avez un petit budget mais que vous ne voulez pas faire de concessions sur les performances, foncez, c'est un excellent appareil. Si en revanche pour vous c'est les finitions qui sont importantes, vous voulez vraiment le truc ultra bien fini, avec des matériaux nobles, etc., vous risquez d'être un petit peu déçu. C'est vraiment un téléphone pour celui qui recherche la performance au meilleur prix. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce nouveau cadre, ce nouvel environnement pour filmer les vidéos. Quand le home cinéma sera prêt, on alternera entre cette pièce-là et le home cinéma. L'avantage de cette pièce-là, c'est qu'elle est plus lumineuse, mais dans le home cinéma, il y aura plus d'équipements, notamment un écran géant, un système pour faire de l'acquisition vidéo et tout ça. Donc c'est comme ça que je déciderai si je fais les vidéos dans l'une ou l'autre des pièces. Voilà. Allez, je vous dis à plus, profitez bien du soleil, il fait beau en ce moment, c'est le moment d'en profiter. Moi, je vais aller dehors tailler mes arbustes. Allez, tchuss! Vous êtes toujours là? Eh bien, vous avez bien fait de rester, les amis, parce que je vais vous faire gagner des petits cadeaux pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. 5 Mi Band sont à gagner chez Gearbest. Alors, c'est pas techniquement un cadeau parce que vous allez devoir payer 1 centime. Et parce que, en fait, je vous fais gagner un bon de réduction et techniquement et légalement, un bon de réduction ne peut pas vous faire gagner un objet, ne peut pas vous le faire avoir gratos. Enfin, les bons d'achat, oui, mais pas les bons de réduction. Un bon de réduction, vous devez quand même payer quelque chose. Donc, vous ne pouvez participer à ce concours que si vous êtes en mesure de faire un achat sur Internet avec une carte de crédit. Donc, ça vous coûtera 1 centime pour vous acheter un Mi Band. Il y en a 5 à gagner, il y a 5 bons de réduction à gagner. Et pour gagner, alors je me suis dit, je vais peut-être faire un tirage au sort comme d'habitude, puis je me suis dit, les tirages au sort, c'est de la merde. Parce que vous n'avez aucun mérite d'avoir gagné, vous avez juste eu de la moule. Donc je me suis dit, je vais faire quelque chose de plus rigolo pour changer. À un moment dans la vidéo que vous venez de voir, il y a une petite zone cliquable. Alors il faut être sur un navigateur qui gère les notifications YouTube, hein. Donc si vous êtes sur votre mobile, sur une tablette ou sur certains navigateurs qui ne sont pas compatibles, bah, changez tout de suite de navigateur. Vous cliquez sur cette zone, ça va vous donner une adresse mail que j'ai créée spécialement pour le concours et vous m'envoyez un mail avec écrit n'importe quoi, ce que vous voulez, même juste une lettre, hein. Soyez rapide parce que les 5 premiers à m'envoyer un message recevront les bons de réduction. Et puis pour tous les autres, après, ce sera fini. Je fermerai, je mettrai un terme à l'adresse mail une fois que le concours sera terminé, pour pas que vous continuiez à envoyer des mails inutilement en pensant que vous avez encore une chance de gagner. Donc ce sera les 5 plus rapides qui gagneront, pas les 5 plus chanceux. Comme ça, bah, au moins, bah, ce sera grâce à vous si vous avez gagné. Ce ne sera pas grâce à un miracle ou à un coup de bol monstrueux, ce sera parce que vous avez été le plus rapide. Donc trouvez la petite zone cliquable, allez cliquer dessus, gagnez le bon de réduction et allez acheter votre Mi Band sur Gearbest.
tapez le bon de réduction et le Mi Band ne vous coûtera plus que un misérable petit centime. Voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!